À l'ordre, s'il vous plaît. La Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Nous recevons un représentant du regroupement des... Non, c'est pas celui-là, je m'excuse. Oui, c'est bien ça. Le regroupement des organismes en francisation du Québec, Monsieur Camona. Bienvenue, Monsieur Camona, à la Commission. Alors, vous allez Merci, bénéficier madame. d'une période de 10 minutes pour présenter votre mémoire, vos recommandations, puis va s'en suivre par la suite, encore un pléonasme que je viens de faire, une période d'échange avec les parlementaires. Alors, le temps débute maintenant. Parfait, merci. Tout d'abord, Madame la Présidente et membres de la Commission, je m'appelle Carlos Carmona. Je suis le coordonnateur du regroupement des organismes en francisation du Québec. Et avant de commencer, je tiens à vous présenter les excuses de la présidente de notre conseil d'administration, Madame Anaït Alexandrian, qui aurait dû être présente ce soir. Malheureusement, elle se trouve à des milliers de kilomètres en Europe et pour elle, en ce moment, il est 4 heures du matin, donc c'est un peu difficile de se connecter à cette activité. Je vais vous faire grâce de la présentation du ROFQ. Elle est à la page 3 du mémoire que nous avons envoyé. Je suis convaincu que la plupart de mesdames et messieurs les parlementaires, vous l'avez suffisamment lu et le regroupement est quand même assez connu au Québec. Je tiens à camper cette présentation en disant tout d'abord que la francisation qui se fait en milieu communautaire est beaucoup plus que seulement de la francisation. La plupart des organismes communautaires qui travaillent en francisation ont d'autres services, comme des services d'accueil, des services d'installation, d'intégration, d'employabilité, ainsi. Donc, c'est un panoplie de services qui a comme objectif de faire qu'à la fin de leur parcours, les personnes immigrantes qui passent par ces organismes soient prêtes à s'intégrer harmonieusement à la société québécoise qui les accueille. Concernant, en commençant, je voudrais aussi parler du rôle de la langue. On est complètement d'accord, on est d'accord que le rôle que la langue française doit jouer au Québec, c'est quelque chose de primordial. C'est un élément qui doit jouer, c'est un élément qui doit être important pour l'intégration des personnes immigrantes dans la société québécoise. Nous sommes conscients que nous avons une responsabilité pour promouvoir l'apprentissage de la langue française, sachant que cette maîtrise, c'est ce qui va faciliter l'intégration des immigrants dans la nouvelle société. On parlait beaucoup, dernièrement, on a beaucoup parlé du déclin du français, notamment dans la région de Montréal. Et, à plusieurs reprises, on a fait le commentaire que un des éléments qui jouait sur le déclin de cette langue que j'adore et que je défends au Québec depuis presque 50 ans, on dit toujours que les immigrants qui ne parlent pas français à la maison peuvent contribuer au déclin de la langue française. C'est à quoi je me prononce en faux absolument. Ce n'est pas parce que des immigrants parlent français dans leur maison, ce n'est pas parce qu'ils veulent garder la langue de leur pays d'origine qu'ils ne s'intègrent pas à la société. On a énormément d'exemples de personnes qui sont dans cette société, qui sont très bien intégrés et qui continuent à parler français à la maison. Le fait de parler plusieurs langues, des langues autres que le français, est un atout important et une richesse pour la société québécoise. Un des éléments qui apparaît dans la consultation parle de promouvoir d'augmenter l'immigration dite francophone. Nous comprenons ce que le ministère, ce que le gouvernement veut, mais nous ne partageons pas complètement l'idée de se centrer dans une immigration presque exclusivement francophone. Nous pensons que le Québec devrait favoriser une immigration plus diversité, une immigration moins homogène en ce qui concerne l'origine des personnes. Le Québec regorge de personnes immigrantes issues d'autres origines que de la francophonie, des personnes qui sont complètement intégrées. Moi, ça fait presque 50 ans que je suis au Québec. Chez moi, je parle l'espagnol ou le français et je ne me considère pas
pour autant quelqu'un qui va contribuer au déclin de la langue française. Je suis même quelqu'un qui est maniaque dans la défense du français sur l'espace public, mais chez moi, je garde ma langue maternelle parce que c'est une richesse. Euh, Lors des discussions qu'on a eues il y a 1 an et demi, 2 ans, les discussions en commission parlementaire concernant le projet de loi 96 qui est devenu la loi 14, nous avons clairement exprimé notre opposition à la disposition exigeant que l'État s'adresse exclusivement en français aux personnes immigrantes 6 mois après leur arrivée au Québec. Nous persistons à penser que cette disposition va à l'encontre de leur processus d'intégration et qui rend ces personnes-là beaucoup plus vulnérables. En tant que spécialiste de la francisation, le regroupement existe depuis 1995. Moi, je suis professeur de français depuis mon arrivée au Québec en 1974. Nous saluons l'avènement de Francisation Québec ainsi que la volonté du gouvernement de renforcer la maîtrise du français chez les personnes immigrantes. Cette volonté doit quand même se traduire concrètement par un élargissement de l'offre de services en francisation aux personnes immigrantes déjà au Québec, peu importe le statut de ces personnes. Nous sommes conscients que le ministère de l'Immigration fait des gros efforts pour atteindre des personnes, que ce soit des résidents permanents, des travailleurs temporaires, leurs conjoints, les étudiants étrangers, leurs demandeurs d'asile. Tout ça, c'est fantastique, c'est très beau. Sauf que quelquefois, on se heurte à une problématique qui n'est pas propre au ministère de l'Immigration, qui existe aussi dans les milieux scolaires, la pénurie d'enseignants. Quelquefois, depuis quelque temps, la pénurie d'enseignants au MIFI a eu pour conséquence qu'un certain nombre de groupes, et notamment des groupes de personnes débutantes, ne puissent pas commencer leur apprentissage de la langue. Une situation qui persiste d'une session à l'autre. Personnellement, j'ai l'espoir qu'avec l'arrivée des francisations au Québec, cette situation change, mais jusqu'à ça a été une problématique. Il y a eu des sessions en session, quelques groupes qui n'ont pas été ouverts parce que le ministère n'avait pas le personnel enseignant suffisant pour donner ces cours. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour les personnes qui ne peuvent pas suivre les cours? Il y a un risque d'abord de s'angliciser, surtout à Montréal. Ces personnes vont avoir des difficultés pour se trouver un emploi. Ils vont avoir la difficulté encore plus grande pour accéder à des formations professionnelles spécialisées. Ils vont peut-être avoir aussi des problèmes pour l'inscription des enfants à l'école. C'est des personnes qui vont rester non autonomes pendant un certain temps parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux cours. Face à cette situation, nous avons l'idée, nous ne l'avons pas encore proposée d'une façon officielle au ministère, nous avons l'idée de demander au ministère de mettre sur pied certaines activités de l'apprentissage, des activités non traditionnelles. Quand je dis non traditionnelles, ça veut dire pas de cours réguliers dans une salle de classe, mais des activités qui pourraient inclure, par exemple, des activités ludiques, des programmes d'immersion, des programmes en été dans les parcs, certaines activités qui pourraient garder ces personnes en contact avec la langue, en contact avec le français, avant d'avoir la possibilité d'intégrer un cours régulier. Bon, j'ai fait référence à la problématique de pénurie d'enseignants au ministère. Nous exhortons les MIFI à trouver une solution viable et une solution efficace pour augmenter le nombre d'enseignants afin de répondre à la demande et d'éviter qu'il n'y ait des cours qui ne puissent pas se donner par manque de professeurs. Depuis la mise en ligne de Francisation Québec, les demandes d'admission aux cours de français se font exclusivement en ligne. C'est une excellente idée, à condition que les conditions soient toutes là.
Cependant, les premières expériences, c'est vrai que ça fait 2, 3 mois que cette application est en fonction. Les premières expériences avec cette nouvelle méthode se sont avérées pas mal laborieuses, surtout étant donné que au début, pendant les premiers temps de l'application, la langue de l'application, la langue de cette application informatique est la même que celle que les personnes immigrantes souhaitent apprendre, c'est-à-dire le français. Nous souhaitons qu'il y ait d'autres langues qui puissent être mises à la disposition des personnes qui ne maîtrisent pas le français, de façon à pouvoir faciliter leur accès à la plateforme, que ce soit des traductions de courtoisie, d'autres, mais la façon de pouvoir donner à ces personnes un accès le plus large possible. Dans le document présenté par le ministère, le ministère propose d'offrir des cours de français pour les immigrantes avant leur arrivée au Québec. Ça, c'est une excellente nouvelle, c'est louable, mais il faudrait la prendre avec des pincettes. C'est une solution qui pourrait avoir certains effets secondaires significatifs au Québec. Si les enseignants, si les personnes qui enseignent à ces personnes avant d'arriver au Québec ne sont pas familiers avec la culture québécoise, les nouveaux arrivants pourraient découvrir, en arrivant au Québec, que le français appris ne correspond pas exactement à celui de la belle province, mais plutôt au français hexagonal. D'autre part, si on veut contourner cet aspect, si la formation est dispensée à distance par des enseignants québécois, si on parle de pénurie d'enseignement, il ne faudrait pas aller enlever des enseignants pour les personnes qui sont sur place avant de donner des cours à l'étranger. Donc, il ne faudrait pas réduire le nombre d'enseignants disponibles localement, des enseignants pour offrir des cours aux personnes qui sont déjà sur le territoire, avant de donner la formation à l'extérieur. Un aspect très intéressant, c'est aussi la proposition d'augmenter la francisation en milieu de travail. Il est évident que l'augmentation de la maîtrise du français chez les travailleurs étrangers temporaires et la promotion de la francisation en milieu de travail sont des mesures complémentaires. Elles pourraient être inefficaces si ces personnes-là n'ont pas la possibilité de mettre en application leur apprentissage. Si, quand ils vont aller travailler, le milieu de travail les amène à parler en anglais, il est évident que tout ce qu'on aura fait pour les franciser risque de ne pas être valable. Les gens vont aller dans une formation, vont apprendre le français, et quand ils devront aller en salle de classe, quand ils devront aller sur le marché du travail, là, on va se trouver avec la problématique que ces gens-là travaillent en anglais. Il y a comme une incohérence. Il faudrait que le gouvernement puisse mettre sur pied, le gouvernement puisse exiger que le milieu de travail devienne un milieu de travail vraiment francophone. La régionalisation de l'immigration, c'est aussi l'installation des travailleurs temporaires en dehors des zones urbaines, est aussi un impératif pour accélérer. Il faudrait aussi augmenter les infrastructures d'accueil dans les régions. Les travailleurs temporaires n'ont pas seulement besoin d'un emploi, mais ils ont aussi besoin de logement pour eux, pour leurs enfants, pour leur famille. Les enfants, il est important que les enfants aient accès à des services de garde pour les plus jeunes et aussi dans un établissement scolaire pour les enfants qui sont plus âgés, que ce soit des niveaux primaires ou secondaires. Monsieur Carmona, et évidemment, je vais juste vous demander de conclure. On a dépassé un peu le temps, la ministre a pris de son temps, mais si vous voulez conclure. Deux petites choses. Il est évident aussi qu'un élément qui est important, c'est que ces travailleurs puissent avoir un accès facile et efficace aux services de santé. Et en finissant, parmi les deux scénarios
que le ministère présente, nous priorisons le scénario 1, c'est-à-dire l'augmentation des niveaux d'immigration. Merci, Madame la Présidente. Merci pour cette présentation. Comme je disais, la ministre a accepté de prendre un peu sur son temps. Il va donc vous rester à peu près 14 minutes. Le temps est à vous. 12 minutes, d'accord. Oui, merci, merci Madame la Présidente. Alors, merci Monsieur Carmina pour cette présentation. Merci de contribuer aux échanges que nous tenons dans le cadre de cette commission parlementaire. Veuillez transmettre également mes salutations à Madame Alexanian, qui ne pouvait Elle sera pas de retour mardi prochain. Bon, parfait. Alors, vous pourrez c'est un bon retour de ma part et merci d'avoir participé à distance via l'écrit donc à cette commission parlementaire. Alors, je ferai une première intervention, en fait, sur l'idée que vous évoquez, à l'effet qu'on risque d'avoir un bassin d'immigrants qui soit insuffisamment diversifié du fait de nos exigences en matière de français. Donc, pour nous, en fait, c'est vraiment la langue française qui est l'axe principal d'action qui a guidé nos réformes au cours du printemps dernier, qu'on a présenté au printemps dernier. Mais pour nous, ça ne signifie pas qu'il y aura un nombre de pays géolocalisés là, qui seront ciblés à l'exclusion des autres. Toute personne qui a une connaissance du français suffisante pourra aspirer à devenir immigrant permanent. Donc, pour nous, il n'y a pas de critères qui soient associés au pays de provenance, au pays d'origine. Et des personnes qui parlent français, qui maîtrisent le français, on en trouve partout sur la planète. Donc, en ce sens-là, on est d'avis qu'il y aura quand même une bonne diversité, une bonne diversification des pays de provenance des personnes qui immigreront au Québec. Par ailleurs, il y a la voie également de l'immigration temporaire qui constitue un passage potentiel pour l'immigration permanente. Et dans nos immigrants temporaires, il y en a de toutes sortes de langues et de pays de provenance. Donc, encore là, il y a un bon bassin diversifié à partir duquel on pourra faire de la sélection pour des immigrants permanents. J'aimerais vous amener au thème que vous abordez à la page 4. Justement, c'est sur la diversification de l'immigration. Une des raisons qui nous amène à prioriser la connaissance du français parmi les immigrants qu'on voudra rendre permanent, il y a cette notion de rétention. À partir du moment où les gens maîtrisent, connaissent le français, le taux de rétention est plus intéressant, est plus élevé, est plus important. Et j'en veux pour preuve là, les statistiques qu'on a pour l'année 2020. Si vous regardez, par exemple, le taux de rétention des personnes qui sont arrivées au Québec 5 ans auparavant, donc qui sont arrivées au Québec en 2015, ce taux de rétention, il était de plus de 94 % pour les personnes qui ont déclaré connaître uniquement le français à leur admission. Il tombait à près de 83 % pour les personnes qui ont déclaré connaître à la fois le français et l'anglais. Et il n'était que de 68,5 % pour les personnes qui ont déclaré connaître uniquement l'anglais. Donc, si vous comparez les personnes connaissant uniquement soit le français ou l'anglais, il y a un écart quand même fort important, là, 94 % versus 68 %. Alors, vous, dans votre mémoire, vous dites que, en fait, les non-francophones ont un taux de rétention potentiellement supérieur à ceux qui maîtrisent le français, qui sont des francophones. Donc, est-ce que vous pouvez élaborer, dans le fond, sur vos observations sur cette dimension-là, puis nous indiquer, en fait, sur quelle base vous vous appuyez pour avancer cette affirmation? À vrai dire, ça fait partie de notre expérience et de notre intuition. On a l'impression que les personnes qui arrivent au Québec, qui apprennent le français au Québec et qui suivent un processus d'intégration comme celui qui est prôné par le ministère et qui vont faire sien leurs valeurs du Québec, vont avoir une tendance plus facile pour rester au Québec plutôt que des personnes qui arrivent déjà en connaissant le français et pour lesquelles, quelquefois, le fait d'arriver au Québec est un tremplin pour aller ailleurs. Comme on dit dans notre mémoire, on n'a pas de statistiques comme telles. On se base beaucoup sur notre intuition, sur la connaissance du terrain, sur l'expérience qu'on a. Et il me semble qu'à un moment donné, on invitait le ministère peut-être à faire une étude
comparative à ce moment-là. C'est une suggestion qu'on vous propose. D'accord. On regardera s'il nous faut de nouvelles données sur cette dimension-là. Je vous amènerai dans ce cas-là à la page 5 de votre mémoire. En fait, ça porte sur Francisation Québec. Vous indiquez là, que la mise en place de Francisation Québec devrait être associée à un élargissement de l'offre de services. Commençons par parler de l'élargissement de l'offre en diverses langues, simplement pour dire qu'il y a à l'heure actuelle déjà en ligne des capsules linguistiques disponibles en anglais et en espagnol pour aider les gens à compléter le formulaire pour s'inscrire dans le processus d'accès aux cours de francisation. Alors, déjà, on a là, diversifié les langues utilisées là, sur le site Internet pour aider les personnes, justement, qui ne maîtrisent pas le français à pouvoir procéder, traverser la procédure initiale d'inscription à Francisation Québec. Et vous nous dites donc qu'il faudrait considérer un élargissement de l'offre de services. Or, depuis le 1er juin, quand même, là, toutes les personnes domiciliées au Québec là, ont accès à l'ensemble des services. Et puis, on a quand même misé sur une gamme assez variée de services, des cours à temps plein, à temps partiel, de jour, de soir, en présentiel, en virtuel, en amont, en lieu de travail. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez comme mesure supplémentaire de diversification? Non, on ne propose absolument rien de supplémentaire, mais tout simplement mettre l'accent sur le fait que c'est une excellente idée que cet élargissement soit déjà sur place, je veux dire, excusez-moi, mais à condition, comme on dit un peu plus tard, qu'on ait le personnel enseignant pour pouvoir donner les cours. D'accord. Bien, si on travaille là-dessus, on met les bouchées doubles pour avoir les ressources nécessaires. J'ai entendu dire qu'il y avait à peu près une trentaine de rendez-vous, d'examens par semaine pour pouvoir trouver des professeurs pour la session du mois d'octobre. C'est dont je suis très content. Voilà. Bien, nous aussi, on est affairés à ça. Et on met toute la gomme, comme on dit, pour faire en sorte d'avoir les ressources requises pour répondre à la grande demande à laquelle on fait face. Puis on en est content de cette demande-là parce que manifestement, les gens ont répondu à notre appel pour ce qui est de l'apprentissage du français. Toujours en relation avec l'élargissement de l'offre de services, Francisation Québec a également le mandat d'éveiller les jeunes enfants, les tout-petits, à la langue française. Donc, on travaille en ce sens-là sur différents projets. On en a annoncé déjà quelques-uns au cours des dernières semaines. Puis, on développe une offre bonifiée en francisation, là où il y a des services de garde qui sont disponibles. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette approche-là, de travailler avec les tout-petits? Est-ce que vous avez déjà dans votre réseau là, des organismes qui travaillent sur la francisation des tout-petits? Est-ce que c'est une dimension que vous avez analysée ou dans laquelle vous êtes engagé? C'est une dimension sur laquelle on ne s'est pas encore penché, à l'exception de certains organismes qui offrent des camps d'été, pendant l'été. Mais ce n'est pas pour les tout petits, parce que les tout petits, à la rigueur, on les prend, si vous voulez, passez-moi une impression, par la bande, dans le sens où les parents qui vont suivre des cours de français. Et dans beaucoup de nos organismes, il y a des haltes garderies. Donc, en étant dans la halte garderie, ces enfants sont déjà en contact avec les Français et il y en a quelques-uns qui apprennent le français pendant que leurs parents suivent les cours qui sont d'ailleurs donnés par le personnel du ministère. L'idée de les offrir dans les services de garde, je trouve que c'est une excellente idée. Oui, d'ailleurs, on a fait une annonce là, il y a quelques semaines avec justement des interlocuteurs, des partenaires qui sont du milieu des haltes garderies pour faire en sorte, des CPE plutôt, pour faire en sorte qu'il y ait des pictogrammes là, qui puissent être utilisés par des tout-petits qui ne maîtrisent pas le français mais qui voudraient s'exprimer et qui permettront d'avoir un canal de communication entre les éducatrices et les tout-petits et les parents également de ces enfants. Donc, une formule bien intéressante. Alors, à partir d'ici, je vais céder la parole à des collègues, Mme la Présidente. Merci, Mme la ministre. Alors, je reconnais la députée de Vimont. Il vous reste 2 minutes 48. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Wow. Bonsoir. Ça passe vite, hein, le temps? Oui, Madame. La députée, je suis désolée. Écoutez, à la page 6, en fait, vous avez...
Puis pendant tantôt votre présentation, vous avez mentionné l'intérêt de la francisation dans le milieu du travail, mais ça nécessite la collaboration des employeurs. Absolument. De quelle façon on pourrait mobiliser justement davantage les employeurs? Il y a eu une époque, moi je suis un ancien de la francisation, ok? Il y a eu une époque où le ministère offrait des cours de francisation en milieu de travail donnés par le ministère, ok? Avec des professeurs du ministère pendant les heures de travail. Ça, c'est une façon de faire. Et le ministère, évidemment, je ne connais pas les ententes qu'il y avait entre les ministères et les employeurs, mais l'idée à l'époque, c'était sortir des employés pendant 2 ou 3 fois par semaine, pendant 2 heures de leur travail, pour qu'ils puissent suivre des cours de français dans leur milieu de travail et de ne pas attendre 5h30, 6h de finir leur journée de cours, rentrer à la maison rapidement pour prendre une douche, s'échanger, prendre un sandwich et aller suivre un cours jusqu'à 9h, 9h30. L'idée qu'ils puissent le faire pendant les heures. Est-ce que le ministère, est-ce que le gouvernement aura la possibilité d'offrir une certaine compensation aux employeurs pour qu'ils puissent libérer les employés pour qu'ils suivent des cours? Là-dessus, je vous avoue que je ne sais pas, mais pour moi, c'est une façon de motiver les employés. L'autre aspect, c'est est-ce que le milieu de travail comme tel, est-ce que le travail va se faire en français? Si le travail ne se fait pas en français, on peut avoir les meilleurs cours de français et les employés ne parleront pas français. J'ai le temps? 30 secondes. En fait, vous savez, la francisation en milieu de travail se veut justement une francisation pendant les heures de travail. C'est l'objectif souhaité. Ça, c'est l'objectif souhaité. On a entendu quand même de belles histoires de réalisation auprès d'entreprises qui ont réussi justement à conjuguer les deux, c'est-à-dire de franciser en même temps que les heures de travail. Donc, ça, c'est une solution. Puis, effectivement, c'est pas toujours évident non plus de suivre là, des cours de francisation après les heures de travail. Voilà pourquoi c'est une des solutions là, qui est envisagée. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à cette première partie d'échange avec les parlementaires. Je vais me tourner du côté de l'opposition officielle avec la députée de Chaumédé pour une période de 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Bonjour, madame. Vous représentez plusieurs organismes, dont un, je connais, c'est dans mon coin de Chaumédé, Carrefour Interculture. Donc, vous représentez de la capitale nationale à l'Île-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, partout. On a eu à peu près 40. Actuellement, on a à peu près une cinquantaine d'organismes sur l'ensemble du Québec. Qui viennent à l'aide. La plupart sont concentrés dans la grande région métropolitaine de Montréal, mais il y en a aussi à l'extérieur. On en a du côté de Gatineau, la capitale nationale, Drummondville, et ainsi de suite. Et on allait même jusqu'en Gaspésie. Malheureusement, l'organisme qui était en Gaspésie a décidé à un moment donné de se retirer de la francisation pour d'autres raisons, mais en principe, nous couvrons le territoire. Est-ce que je devrais demander pourquoi ils se sont retirés? Oui, parce que leur vocation primaire, c'est l'alphabétisation et ils préfèrent se concentrer dans l'alphabétisation parce que le ministère, et là je répète ce qu'ils m'ont dit, le ministère leur a exigé d'avoir une vingtaine de personnes pour ouvrir un groupe et ils n'arrivent jamais à avoir 20 personnes. Donc, et il y a un centre de services scolaires de la commission scolaire du coin qui offre les services. Donc, pour éviter la concurrence avec les centres de services scolaires, il y a eu une sorte d'entente à l'amiable. Il y en a un qui reste en alphabétisation et l'autre qui se consacre à la francisation. Ça, c'est un Gaspé. Est-ce que malgré qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont toujours là et ils n'ont pas fermé comme Gaspé, mais est-ce qu'on vit cette situation ailleurs?
S'il n'y a pas assez de nombre, on ne donne pas des cours. On n'a pas l'autorisation de donner des cours de francisation. Quand les cours sont donnés par le professeur du ministère, les règles du jeu sont plus strictes parce qu'en plus, il y a la convention collective qui entre en ligne de compte. Quand c'est des organismes qui se trouvent dans des zones plus éloignées, les organismes ont la possibilité d'engager leurs propres professeurs et là entre en jeu la négociation avec l'ancienne direction de la francisation, à savoir combien de personnes le ministère va accepter que l'organisme puisse avoir dans une classe. Ça peut aller à 10 personnes au lieu de 20. Il y a un jeu qui peut se faire. Mais ce n'est pas aussi strict que quand on dit 20 personnes dans une classe ou 13 personnes si les personnes sont des personnes peu scolarisées. La possibilité existe. C'est ce qu'on appelle le ministère, il y a une formule qui s'appelle un achat de groupe. Donc le ministère va acheter les services de l'organisme pour qu'il donne ce cours. Il doit en avoir à peu près une dizaine sur l'ensemble du Québec. Oui, peut-être une dizaine. Très intéressant. Vous connaissez tellement, vraiment, vous donnez de... Madame, je pense que je suis arrivé au Québec en 1974 et déjà en 1978, j'étais dans les anciens COFI et j'ai fait toute ma carrière au ministère de l'Immigration jusqu'à il y a 3 ans que j'ai pris ma retraite et je suis passé de l'autre côté de la muraille. Mais on est honoré de vous avoir. L'honneur est pour moi. Avec la francisation dans les régions, d'après vous, quel est l'état de situation sur la francisation des personnes immigrantes dans les régions? Est-ce qu'on est capable de réussir? On est capable de réussir si les employeurs collaborent, parce que la francisation en région, elle est actuellement, la plupart des personnes qui assistent à ce cours, c'est des travailleurs temporaires. Donc, quelquefois, les employeurs ont certains besoins de garder leurs employés pour du temps supplémentaire ou autre chose. Donc, ça se fait, mais ça prend plus de temps. Quelquefois, la personne va devoir annuler, s'absenter à un cours, quelquefois parce que son employeur lui demande de rester. Et c'est par hasard, la personne qui doit faire du temps supplémentaire et la personne qui a la voiture pour amener ses 3 ou 4 autres collègues au cours de français, là, ce n'est pas un seul qui est absent, mais il y en a 3 ou 4. La réalité n'est pas la même que dans les grandes villes. Donc, comment on peut faire pour pallier à ça? Je reviens à ma marotte de simple, il faut sensibiliser les employeurs. Okay? J'ai pas des... Je n'ai pas de miracles, je n'ai pas de solutions pour sensibiliser les employeurs, mais en région, les employeurs devraient pouvoir donner des facilités à ces travailleurs qui vont s'installer dans leur région. On parle de pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi ne pas donner ne pas donner toutes les facilités nécessaires pour que ces personnes puissent apprendre le français et de rester dans la région et ne pas se plaindre qu'on nous manque de personnel. Manque de personnel, c'est un problème pour sensibiliser les employeurs. Outre que le manque de personnel, est-ce qu'il y a un service de la part de MIFI qui explique où il devrait-tu avoir afin de sensibiliser les employeurs? À moi que vous devez poser la question, il est en face de vous, là. Okay. Je sais que, non, mais écoutez, non, je sais que le ministère a du personnel en région. Quel est leur mandat et comment ils le mettent, comment ils le réalisent? J'imagine que ça se fait. Mais je ne suis plus dans le secret de Dieu au ministère. Pas tous les secrets. Pas tous les secrets, effectivement. Oui, OK.
Concernant les petites et moyennes entreprises pour la francisation, est-ce que vous pensez que ça fonctionne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais tout de suite il y a une vingtaine d'années, le ministère avait mis sur pied des cours où on regroupait des personnes de différentes entreprises dans cet endroit. Est-ce que ce serait peut-être pas une formule à reprendre? C'est-à-dire, au lieu de faire des cours en milieu de travail pour un ensemble d'employeurs de la même région, ça pourrait se faire. De la même façon qu'il y a eu des cours en hôtellerie, des cours en restauration auprès des employés, ça c'est déjà fait et ça pourrait se faire à nouveau. Vous avez mentionné concernant le délai de 6 mois, vous avez mentionné le projet de loi 96 qui est devenu la loi 14, exigeant l'État s'adresse exclusivement en français aux personnes immigrantes 6 mois après leur arrivée au Québec. Vous dites que vous avez critiqué. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Parce que ça, c'est un sujet, là, on peut en parler longtemps. Je vous comprends, mais pour apprendre le français, et fiez-vous mon expérience de prof, OK? Pour apprendre le français, on a besoin d'à peu près 1800 heures d'apprentissage. C'est entre 1500 et 1800 pour atteindre le niveau 7, qui est le niveau de sortie prôné par le ministère. Et ça, 1800 ou 1500 heures, c'est un an et demi d'apprentissage. Est-ce que vous pensez qu'en 6 mois, les gens vont pouvoir, quelqu'un qui arrive au Québec et qui ne parle pas du tout le français va pouvoir apprendre le français suffisamment pour communiquer, parce que l'objectif c'est ça, communiquer avec le personnel de l'État. Il va peut-être apprendre le français pour se débrouiller dans la vie de tous les jours, va pouvoir aller à l'épicerie, va pouvoir, alors même si j'ai des doutes, aller voir le médecin. Il y a des choses que la personne va pouvoir faire en 6 mois d'apprentissage. À condition aussi que cet apprentissage se fasse à temps plein. Mais les gens ne suivent pas tous des cours à temps plein. Il y en a qui suivent des cours à raison de 6 heures par semaine, à raison de 9 heures par semaine, à raison de 12 heures par semaine. Donc, je ne sais pas par quel miracle les gens pourraient apprendre la langue suffisamment pour communiquer avec l'État en français 6 mois après leur arrivée. J'essaye de rester calme quand je parle de ça, mais dans d'autres circonstances, j'aurais utilisé un autre mot pour qualifier cette mesure. Donc, d'après vous, l'exigence de 6 mois, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que s'il y avait la possibilité de l'abolir, moi et plusieurs personnes seraient très contents. Est-ce que c'est moi qui peut faire ça? Il y a un gouvernement qui peut faire ça. Vous êtes dans l'opposition, vous ne pouvez pas le faire. Mais peut-être qu'à un moment donné, ça va tomber d'une bonne oreille. Et une loi, ça se modifie. La loi 14, c'est une loi qui a modifié la charte de la langue française. Donc, pourquoi ne pas avoir encore une nouvelle modification pour enlever cette obligation, pour la modifier? Et, entre un immigrant et un autre ici, on comprend c'est quoi recommencer et puis apprendre une nouvelle langue. Donc, peut-être nous, on comprend sous notre peau, aller à un autre pays puis voir comme mes parents apprendre, moi-même apprendre. Donc, c'est pas évident d'apprendre une nouvelle langue. Et les immigrants qui, d'habitude, quand ils déménagent dans un pays, ils veulent apprendre la langue, c'est sûr. C'est sûr. Donc, mais c'est ça. Donc, la limite, vous trouvez que c'est un problème.
ce n'est pas seulement moi, il y a plusieurs, je suis convaincu qu'il y a d'autres organisations qui trouvent aussi que c'est un problème. Une autre question concernant la francisation. Vous parlez de francisation avant d'arriver au Québec. En fait, la période est terminée, Madame la députée. Ah. Merci beaucoup. J'ai eu plaisir de vous écouter. Merci à vous, Madame. M. Carmona, vous faites bien de faire attention aux mots parce que je suis gardienne du temps et des mots aussi. On termine donc cette période d'échange avec la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne pour une période de 4 minutes 8 secondes. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je vous amène à la page 5 sur l'élargissement des services de francisation. Vous disiez un élargissement pour que tous soient inclus, quel que soit leur statut. Là, vous dites résident permanent, travailleur étranger, conjoint, étudiant, demandeur d'asile. Qui n'est pas inclus en ce moment? Qui n'a pas accès à ces services-là? Vous demandez un élargissement? En fait, peut-être notre formulation est mal faite. C'est qu'on demandait, je pense qu'on faisait surtout insister sur le fait que la francisation Québec avait l'ouverture. Je ne sais pas, parce que me semble même que les personnes qui viennent des peuples des Premières Nations ont aussi accès maintenant. Donc, c'est peut-être une mauvaise formulation qu'on a fait là-dessus, mais on voulait tout simplement souligner le fait que tout le monde devrait apprendre le français. Mais corrigez-moi si je me trompe, c'est pas tout le monde qui reçoit les mêmes allocations ou les mêmes aides ou subventions. Ah, ça c'est autre chose. Ouais, pouvez-vous nous informer là-dessus? Qui reçoit ça? Est-ce que vous le savez? Les demandeurs d'asile, par exemple, ont accès aux cours de français, mais n'ont pas accès aux allocations de formation. Par contre, ils sont prestataires de l'aide sociale. Okay? Est-ce que c'est peut-être la raison? Je dis peut-être. Peut-être. OK? Peut-être. Parce que dans le formulaire des demandes d'admission à la francisation, on demande si les gens reçoivent des allocations d'autres secteurs. La CNSST, l'aide sociale, et je ne me souviens pas, il y a 2 ou 3 sources. Et les personnes qui reçoivent de l'argent d'une de ces sources-là ne reçoivent pas des allocations de la part du MIFIC. Pour ne pas cumuler, exactement. C'est ça, OK? Est-ce que vous pensez que c'est un frein à l'accès à la francisation des demandeurs d'asile, le fait qu'ils n'aient pas accès à cette allocation? Est-ce que vous pensez que ça devrait être élargi? Dans un monde idéal, peut-être, mais à quel coût? Ah, ça, c'est toujours la question. C'est toujours la question. Je vous amène sur un autre sujet. À la fin, vous choisissez un scénario. Vous choisissez le scénario 1. Pouvez-vous nous en dire un peu plus davantage sur votre décision? 60 000 personnes, je pense que ce n'est pas suffisant. OK, à la rigueur, on choisit le 1 parce que le statut quo n'est pas suffisant pour nous. Le Québec a besoin de main-d'œuvre, le Québec a besoin d'augmenter sa population. Le Québec le taux de natalité au Québec est toujours très bas et ça se compense avec l'arrivée des immigrants et avec les enfants que les nouveaux arrivants font quand ils arrivent au Québec. Est-ce que vous aviez un chiffre, vous? Vous dites que 60, c'est pas suffisant. Est-ce que vous aviez pensé à 70? Je ne suis pas économiste. Non. Mais en réalité, je pense que même quand on parle des 60 000, ce sera beaucoup plus. Parce qu'il y a les travailleurs temporaires qui ne sont pas comptés dans ces nombres. Puis il y a le programme de l'expérience québécoise volet diplômé. Absolument, oui. Qui va peut-être donc monter à, je sais pas moi, 72, 74. Avec la diminution de frais de scolarité dans certaines cégeps, par exemple, certaines universités, avec certains programmes, ça risque aussi d'augmenter. Okay. Alors, on aurait été très naïf de garder le statu quo quand on sait que dans la pratique, c'est déjà plus. Oui, parce que vous dites que d'un côté, et ça, c'est pas tellement abordé, de l'autre côté, vous nous parlez des temporaires, donc, qui sont, eux, en augmentation constante. C'est ça que vous disiez. Puis il y a de plus en plus de temporaires. Il y en a certains qui suivent des cours. Moi, je donne des cours, un cours sur les valeurs de la société québécoise. Monsieur Carmona. C'est tout le temps que nous avions. Merci, hein? C'est correct. Alors, au nom des gens de
de la commission, je vous remercie pour l'apport à nos travaux et je vais suspendre quelques instants le temps de recevoir le prochain groupe. Merci beaucoup, M. Carmona. Bonne soirée. Merci. Merci à vous.